Comme le disait Delphine de Vigan, la mémoire enregistre tout et le tri s'effectue après coup, une fois la crise passée. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis Marie Honbrook, chasseur de tête et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive, et j'ai cofondé avec David Sabatier le think tank Think and Fight. Ensemble, nous avons réuni des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines et en analyse financière. Ensemble, nous analysons les effets du Covid-19 et produisons des recommandations concrètes pour construire le monde de demain pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois aux côtés de David Sabatier, avocat fondateur de 1862 Avocats, Viviane de Beaufort, professeure à l'ESSEC et référente égalité femmes-hommes pour la conférence des grandes écoles. On va vous remercier. Merci beaucoup Viviane pour les minutes que vous nous accordez en cette période. Et la première question qu'on va vous demander, est-ce que vous acceptez déjà de vous... Je suis avant tout professeure à l'ESSEC Business School, professeure de droit européen. Depuis 30 ans. Je suis devenue prof par vocation, j'étais lobbyiste à Bruxelles avant. C'est important de le savoir parce que j'ai du coup une manière à la fois de percevoir les choses, d'enseigner, de faire mes recherches en mode pratique pour influencer l'État, les pouvoirs, l'Union européenne, parce que j'ai gardé ça de ma première vie. Je suis une engagée européenne convaincue et encore plus, encore davantage en ce moment. Je pousse tout ce que je peux avec d'autres, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour que l'Union européenne non seulement ne se fragmente pas, mais ressorte grandie de cette terrible épreuve. Je me définis comme étant avant tout une personne engagée depuis, je dirais, peut-être 15 ans. Non pas que je ne l'étais pas avant, mais l'engagement a pris une dimension, m'a mangée. En fait, je suis mangée par mes engagements. Et je dis bien mes engagements sur l'Europe, sur les femmes, envers mes étudiants, sur les startups, sur la gouvernance d'entreprise. Et j'en passe et des meilleurs. Et donc, ma posture de prof à l'ESSEC me permet d'être pixelisée et de pouvoir essayer d'être influente et référente le plus possible dans tous les domaines où je revendique un engagement. Et alors justement, vous, là, depuis quelques semaines, nous sommes confinés et vous, j'imagine, votre engagement fait que vous continuez à être une workaholic, vous continuez à être très active. Quelles sont les tendances que vous avez pu voir ces derniers temps? C'est bizarre. Je suis quelqu'un qui suis toujours dans le faire et dans on accélère et tout. Et là, j'ai accepté de perdre du temps pour avoir des contacts humains et je réalise que c'est du temps gagné parce que c'est le seul truc important. Voilà. C'est à une phase de réflexion qui me paraît cruciale, c'est la gestion humaine, l'humanité que chaque professeur doit avoir. En gros, on va devenir prof, mais on est aussi coach. C'est-à-dire qu'il faut demander aux étudiants s'ils vont bien, il faut repérer s'il y en a un qui ne va pas. Les gens au fait que nous devons être encore plus humains parce que nous sommes isolés. Ça, c'est la première partie. Le deuxième sujet, c'est la fatigue physique et la charge mentale de ceux qui ont des enfants et qui ont beaucoup de mal à travailler avec des petits ou des moins petits. Et alors, pour les salariés, je crois que c'est de plus en plus pris en compte et je viens de voir ce matin encore des directives, des ordonnances qui sont sorties sur l'allègement du temps de télétravail. Il y a eu des sondages qui démontrent que les gens n'arrivent pas à bosser plus de 5 heures par jour. Donc, il faut en prendre conscience. Mais moi, j'ai un énorme point d'interrogation sur les professions libérales, les indépendants et les chefs d'entreprise des TPE qui peuvent pas, qui ne sont pas protégés. Et j'ai un peu peur, plus particulièrement pour cette population-là. Les jeunes, les TPE de 5 ou 6 personnes, le monde du tourisme, ça c'est ma fille, TPE de genoux, ils ont tout fait, tout bien, ok. Ils ont de quoi survivre en fonds propres, etc. Parce qu'ils étaient à peu près, c'était pas des situations en difficulté à l'époque, jusqu'à mi-juin, au mieux, en ayant vraiment tout fait, tout ce qu'on pouvait faire.
Et après, Au début de cet épisode, vous nous avez dit cette crise, c'est avant tout un test pour l'humanité. Quand on revient un peu sur les aspects psychologiques, justement pour ces dirigeants d'entreprise et toutes ces personnes, ces freelances, etc., est-ce que vous avez peut-être des conseils ou des propositions à faire pour justement prendre soin de ces le personnes? virus teste l'humanité. Alors, euh, d'abord parlons des humains. Et puis Mmh. après, on peut peut-être parler du système. Voilà. Ouais. Sidération, plus ou moins importante. Il y a ensuite eu, avec mon expert comptable, mon avocat, mes associés quand j'en ai, je réfléchis à ce que je peux faire et je regarde si je fais tout bien. J'en ai accompagné plusieurs. Et là, il y a une phase de découragement. Il y a une phase de découragement parce qu'ils voient les jours passer, ils ne voient pas dans les secteurs que vous avez notamment évoqués de solutions, parce que le chômage partiel, ça va un temps, parce que des prêts, si tant est qu'ils peuvent les obtenir, on vient d'évoquer le fait que ce n'est pas toujours évident, il faudra bien les rembourser et qu'ils ne voient pas comment est-ce qu'ils peuvent reconstituer un chiffre d'affaires. En fait, ils n'arrivent plus à se projeter dans leur activité. Il va y avoir de la casse. Je ne parle pas de la casse pendant 2 mois ou 3 mois où c'est difficile, c'est une question de provision. Bon, ça, on peut toujours tenir avec un prêt, en serrant la ceinture. Je parle de la remise en question fondamentale de l'activité. Et donc, les éléments de réponse, c'est comment est-ce qu'on préserve le mental et qu'on leur fait accepter que c'est un marathon, parce qu'ils ne sont pas du tout dans ce trip-là normalement. C'est des gens qui gèrent au jour le jour, ils sont dans des courses d'obstacles. Donc le marathon, ça veut dire du coaching ou du mentoring. Et j'ai une génération dans le mode de réaction. Le monde des startups, souvent jeunes. Okay, moi, j'ai quand même 45 startups dont je m'occupe. Donc, c'est des filles ou alors en mixte dans des secteurs qui sont beaucoup touchés. Mais elles sont jeunes, elles ont une agilité. Il y en a qui ont déjà pensé à un nouveau business model. Il y en a qui, pour le moment, ont dit OK, pendant 6 mois, c'est mort. J'utilise ma plateforme pour faire du bénévolat. C'est-à-dire qu'elles se sentent utiles et qu'en fait, elles ont des moteurs pour tenir. Okay, et je vois la génération qui est la mienne. Donc, moi, je vais avoir 60 ans, hein, donc les 50, 60, parfois même 70. J'en ai un qui était parti à la retraite, il a repris les commandes péniblement de sa boîte en se disant sinon c'est mort. Il avait passé voilà, les commandes à des jeunes. Ceux-là, ils ont beaucoup plus de mal à se réinventer. Et j'essaie de leur dire, mais ce n'est pas dans leur schéma mental, donc c'est difficile. J'essaie de leur dire, parlez-en avec vos salariés, peut-être qu'ils vont trouver des idées, ceux qui sont plus jeunes, allez échanger. Ils ont vraiment tendance à intérioriser le mal-être, à ne pas oser, parce que c'est dans notre génération, ça ne se faisait pas, de dire que ça ne va pas, Et donc, même si on leur propose le numéro vert là, du gouvernement, même si on leur propose de parler entre entrepreneurs, j'ai très peur qu'ils ne prennent pas cette perche qu'on leur tend, qui pourtant pourrait être au mieux un moyen de tenir mentalement, donc au pire, et au mieux un moyen de trouver un switch, parce qu'ils sont tétanisés devant leur peur et l'idée que leur boîte va planter. Et il n'y a rien de plus horrible que de ne plus être dans l'action. Il n'y a rien de plus anxiogène que d'être envahi par le sentiment de risque, parce que du coup, on ne bouge plus. Et quand on ne bouge plus, on ne court plus. Donc, c'est plutôt celle d'après, c'est-à-dire de dire qu'il y avait déjà une crise politique antérieure à la crise qu'on est en train de vivre, qui durait depuis 2 ans avec une défiance vis-à-vis des pouvoirs publics et de l'État. Et est-ce que ces gens qui finalement sont frappés très fort par la pandémie, face à une gestion de la crise qui est quand même en partie contestée et où on se pose la question de savoir s'il n'y a pas eu des informations ou des fausses informations qui ont été données à certains moments, est-ce que finalement on ne va pas déboucher sur une crise politique ou en tout cas une amplification de la crise politique qui préexistait à la crise par des gens qui sont désespérés, comme vous les décrivez, de la situation dans laquelle ils se trouvent et qui pourraient rejoindre les rangs d'une contestation plus importante face au pouvoir public. Donc la crainte importante que j'ai aujourd'hui, c'est quelle crise politique on va vivre derrière. Alors, d'abord, juste pour reprendre les choses, vous m'aviez interrogé précédemment sur la question de l'humain.
Okay, Oui. et j'ai précisé que je voulais ensuite traiter de la question du système. Donc, on y est là. Voilà. La question du système. Voilà. Je suis effectivement extrêmement, je ne vais pas dire pessimiste, parce qu'un bouleversement, ça crée de la souffrance, de la douleur, ça va se compter en morts. Parlons des EHPAD, ou n'en parlons pas, mais voilà, juste incidemment. Des gens qui sont abandonnés, économiquement ou socialement. On peut rajouter à votre question la crise des banlieues, qui n'a pas été… Absolument. Qui sort de temps en temps, mais on n'en parle pas vraiment. Mais enfin bref. Absolument. Vous ne l'avez pas cité, mais on va mettre le mot. Hein, c'est les gilets, quid des gilets jaunes versus. Oui. Voilà. On est d'accord. Alors là, je vais prendre ma casquette de lobbyiste pro bono, hein, je précise. Et il s'avère, c'est est-ce que nous acceptons ou pas d'être tracés? Dans quelles conditions? Donc, on a des décisions juridiques. Ça n'est pas un avocat qui ne va pas être sensible à ce sujet. On a eu l'avis de la CNIL. Il y a des réflexions qui sont faites au niveau de la Commission européenne. Il y a énormément de contre, de pour, des articles d'experts juridiques, mais aussi des articles de techniciens qui expliquent qu'on ne pourra pas garantir que nos données personnelles ne soient pas… Deux associés au cabinet. Mon associé au cabinet, Zoé Villain, a fait une tribune dans Le Monde sur la problématique des données personnelles et le tracking qu'elle a publié il y a un mois. Elle fait des tribunes elle rédige des tribunes régulièrement pour le journal Le Monde sur les problématiques de données personnelles. Elle est très très impliquée sur ce sujet-là. Bon, elle, sa conviction, c'est que même si aujourd'hui on plaide sur un débat parlementaire qui va intervenir sur les conditions de ce tracking, il est bien évident que toute percée dure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place un tracking, on le sait de manière constante, parce que c'est ce qui s'est passé systématiquement à l'occasion des différentes crises qu'on a rencontrées, où il y a eu, depuis la loi Patriote qui a été mise en place par George Bush au lendemain du 11 septembre, on sait qu'à partir du moment où il y a un tracking des données personnelles, il reste dans le temps. C'est évident. Et personne n'en doute aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un sujet de débat extrêmement intéressant. C'est pour moi un sujet de lobbying, puisqu'il y a les forces obscures et les forces non obscures, à chacun de choisir son camp. Je trouve que c'est un sujet qu'il faut instruire de la manière la moins émotionnelle possible. Et je ne me suis pas contentée de mon réflexe de juriste, puisque je suis juriste. J'ai aussi essayé de chercher des explications techniques. Mon deuxième sujet, c'est business as usual, comme le MEDEF le prône, où on change tout et on ne recommence pas, certainement pas, parce que c'est un bouleversement qui permet d'accélérer un changement de notre société qui avait déjà commencé, qui s'est manifesté de manière diverse. On parlait des contestations et des gilets jaunes, mais de manière plus positive, il y a aussi énormément de mobilisation de start-up Tech for Good, d'ONG, de la planète RSE qui prennent position. Et là, on est vraiment sur un combat, c'est dans les semaines qui arrivent, c'est pas le monde d'après. Hein. Le monde d'après, c'est aussi une expression à bannir. C'est maintenant qui va gagner. Et je suis extrêmement anxieuse sur les fameuses forces obscures qui ont quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'arguments. Et sachant que je suis depuis longtemps engagée aussi sur des questions, on va dire, d'écologie et de société, sur la promotion de la RSE, deuxième sujet. Et il y a un troisième sujet alors, qui est un peu plus incident par rapport à ces deux-là, qui me paraissent vraiment majeurs, quoique, c'est qu'on s'est aperçu que dans le secteur textile, dans le secteur du chocolat, dans le secteur du sucre, les lobbies, et j'utilise ce mot sciemment parce que pour moi, lobby, c'est connoté, alors que lobbying, c'est quelque chose de plus neutre, un peu plus générique, okay, sont en train de profiter du fait qu'on ne regarde pas vraiment ce qu'ils font, hein, parce qu'on est tous très occupés, y compris les gouvernements, et se foutent royalement des obligations liées au devoir de vigilance qu'ils avaient l'air d'avoir à peu près correctement appliquées
dans leur contrat avec les sous-traitants au Bangladesh, chez les cacaotiers, etc. J'ai identifié un sujet, eh bien, est-il temps de un revenu universel? Alors, on sait qu'en Espagne, il y a potentiellement effectivement la mise en place d'un revenu universel. La question qui se pose. C'est intéressant parce que dans le cadre d'une crise des liquidités, ce dont on a peur, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on sait qu'à la veille, par exemple, de la crise de 29, on avait une inégalité extrêmement forte entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus pauvres. Cet écart s'est atténué considérablement jusqu'à la fin des années 70. Oui, et voilà. puis c'est remonté par la suite. Il est remonté, absolument. Il est remonté avec un salaire moyen qui est aujourd'hui, par exemple, pour un Américain, de l'ordre de 34 000 $, quand le salaire moyen d'un Américain de la classe moyenne était plutôt de 48 000 $ à la fin des années 70. Et avec, de l'autre côté, un accroissement des fortunes, c'est-à-dire une concentration de plus de la moitié du PIB entre les mains de 23-24% des gens. Donc, une fois qu'on a dit ça, on sait qu'on se retrouve à la veille d'une crise pandémique qui est un événement de force majeure et extérieur, qui n'est pas lié à la mondialisation. On se retrouve avec une inégalité très très forte entre les plus riches et les plus pauvres, et par-dessus une crise des liquidités. Ce dont on pense à ce moment-là, en cas de crise des liquidités, généralement, c'est plutôt encore un accroissement des inégalités. Parce que les plus riches sont les rois du pétrole, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir financer l'économie. Donc, comme il y a moins d'argent, la concentration a tendance à s'accroître. Et donc, est-ce que ça va être pire? Est-ce qu'on va avoir plus d'accroissement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres dans une société qui est très, très, très capitaliste, probablement moins mondialisée, puisqu'il y a eu un arrêt de la mondialisation nette du fait de la pandémie, ce qu'on ne pensait pas possible, ou est-ce qu'il va y avoir une remise en cause de ce statut-là, de cet état de fait-là, d'inégalité sociale, quoi? La réponse ne peut être qu'étatique. Absolument. Et c'est aussi intéressant, cette espèce de… Alors, qu'on ait confiance ou pas, qu'on soit contre ou pour, ce que je vois au niveau européen et étatique, quand je dis étatique, c'est en France, en Allemagne, c'est une reprise de pouvoir de l'État qu'il avait beaucoup perdu face à des entreprises privées, des grands groupes privés. Les GAFA, pour ne pas les citer, mais pas que les GAFA, okay, les fameuses fortunes privées dont vous parlez. Donc, ça veut dire que l'État-providence, l'État-stratège est à nouveau dans notre paysage mental, inclut l'État actionnaire, mais c'est un autre sujet, on ne peut pas tout traiter. Moi, je m'en fais qu'empreinte d'un certain caractère d'autorité. Il y a des arbitrages à faire. C'est pour ça que je parlais du revenu universel. J'ai longtemps été contre, parce que j'avais très peur que ça encourage des gens à ne rien foutre. Vous voyez, je suis quelqu'un assez méritocratie, faut bosser, voilà. Je réalise aujourd'hui que c'est plus le sujet, hein, c'est vraiment plus le sujet. Il va y avoir, on l'a évoqué, nombre de gens et on est incapable de calculer qui vont se retrouver sur le carreau. La réponse, c'est un revenu universel. Je pense que pour des raisons sociales, pour éviter l'explosion sociale, ok, mais aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire préserver un minimum, une capacité de consommation qui est aussi le seul levier pour que l'économie reprenne, parce que quand on n'a pas de quoi consommer, l'économie ne reprend pas. Mais pour éviter ce qui quand même me chiffonnait, qui était est-ce qu'on donne de l'argent comme ça aux gens à ne, entre guillemets, hein, c'est tellement dur en ce moment, ne rien faire. Je pense qu'on peut très bien l'assortir d'une condition qui est d'un engagement à faire 10 heures, 15 heures, 20 heures, c'est à discuter, de service civique dans les endroits où on a tellement besoin de liens sociaux, d'aide, et déjà aujourd'hui, et qui sont ces endroits qui vont en plus croître de manière exponentielle, puisqu'on va avoir un système économique qui n'est plus capable d'assurer, au-delà des différences de rémunération, d'assurer la survie, je parle bien de la survie d'une population occidentale, soi-disant riche, qui se paupérise à vitesse grand V, sachant que c'était déjà le cas. De liquidité et
de faillite des banques comme le risque en 2008, justement parce qu'il y a la BCE derrière, parce qu'on Ça. fait fonctionner la planche, parce qu'il y a les emprunts, parce qu'au bout d'un moment, je pense que Angela Merkel va lâcher et va accepter les emprunts, les Corona Bonds, c'est-à-dire les emprunts solidaires Ouais. au niveau de l'Europe. Il n'y a pas le choix. Hein. Je ne vois pas comment. Je n'arrête pas de dire ça depuis 15 jours. Elle résiste, mais c'est pas possible. Ça Non. n'est pas possible. Elle n'a pas le choix. Donc, elle va y aller. Elle va y aller. Elle va peut-être mettre des conditions, je ne sais pas, mais elle va y aller. Donc, et les banques ont quand même, avec toutes ces normes, plutôt solides, plutôt moins exposées. Les banques européennes sont plutôt moins exposées. Ensuite, il y a eu la décision de ne pas distribuer de dividendes qui font qu'elles assurent quand même en termes de fonds propres, au moins sur le court terme. Donc, je n'ai pas trop peur de ça. Mais moi, j'interpelle les grands dirigeants et leurs fameuses fondations d'entreprises et leurs machins. Et je dis, vous êtes prêts à mettre combien sur la table pour que l'économie reprenne? Moi, c'est ça mon sujet. D'ailleurs, moi, là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Depuis tout à l'heure, vous êtes assez pessimiste sur la situation. Je suis peut-être très naïve, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Je me dis effectivement, nous traversons une crise qui est assez grave économiquement, sociologiquement, même psychologiquement pour beaucoup de monde, comme on a pu l'évoquer. Mais je me dis, au fond de moi, c'est peut-être mon côté très optimiste. Est-ce que de tout ça, on va peut-être pas en tirer des choses assez positives? Vous parlez de RSE, vous parlez d'engagements environnementaux, engagement de certains dirigeants. Est-ce qu'on n'ira pas aussi vers des entreprises qui vont s'en sortir parce qu'elles auront des vraies valeurs et peut-être de cette crise qui va peut-être durer 6 mois, 1 an, 2 ans, pareil, je n'ai pas de boule de cristal, est-ce qu'on ne va pas peut-être pouvoir redéfinir de manière plus sur le fond les modèles d'entreprise et de société? Mais moi, j'en suis persuadée. Je suis plutôt une optimiste idéaliste convaincue. C'est simplement que les questions qui ont été posées jusqu'à présent me conduisaient à aller dans le versant négatif. Donc, comme on l'a exploré un peu. C'est pour ça qu'on est deux. Hein. Ouais. Voilà. Repartons sur le positif. Sur mon optimisme délirant. Alors, et là, je vais peut-être jouer une partition plus émotionnelle. Donc, pourquoi est-ce que j'aide des startups depuis 2017 à fond gagné? J'aime bien utiliser cette expression à l'envers, c'est-à-dire totalement bénévolement, en faisant appel à des Agnès Bricard, par exemple, il y a des femmes engagées, en leur demandant un peu de leur temps et de leur expertise. Et j'ai réussi à créer un club avec une charte de bienveillance. L'idée étant que toutes les personnes de mon réseau qui veulent bien, je fais des call to action régulièrement, apportent leur expertise pour aider bénévolement, donc c'est du mécénat de compétences, des startups que j'ai sélectionnées sur leurs valeurs. On a parlé de valeurs tout à l'heure, la qualité de leurs projets, sachant que je ne veux que des projets à impact. Alors, ça va être de la tech for good, deep tech, mais ça va être aussi une plateforme sur le tourisme durable. Ça va être une plateforme de partage de bonnes pratiques. Ça va être un truc qui permet de faire du tri sélectif, de la pédagogie. J'ai Startup for Kids, etc. Au-delà de l'idée qu'on utilise la technologie pour faire du bien à la planète, c'est mon espace de respiration, ce truc-là, depuis 2017. Okay. Aujourd'hui, alors que je suis submergée par mon travail, je m'accroche à passer 2 heures par jour, c'est pour ça que j'ai des journées un peu extensives, à continuer à les aider, parce que je ne veux pas que ces projets-là qui portent l'avenir partent dans le décor. Il est urgent d'aider celles-là, parce que c'est celles-là qui portent le monde de l'avenir. Ce sont souvent des jeunes, mais pas toujours. J'en ai qui ont la cinquantaine, j'en ai 400 qui ont la cinquantaine. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce truc-là? Parce que ça commence par moi. C'est le moment ou jamais de soutenir toutes ces initiatives. Il ne faut pas les lâcher, parce que pour moi, c'est la réponse collective. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça commence par moi, par toi, par vous, par nous. De répondre positivement à Darkface, business as usual, je recommence à financer l'exploitation pétrolière. Voilà. Alors, au début, je disais qu'on était sur le gué.
on était sur le pont et qu'on pouvait choisir de revenir en arrière, là où on connaît la rive dont on vient, et on recommence ce qu'on sait, ou alors on traverse et on ne sait pas ce qu'il y a sur l'autre rive, mais il faut y aller parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a fait. Voilà. Et alors maintenant, j'ai accentué mon image. Maintenant, le pont s'est écroulé, donc nous sommes dans la rivière, donc il y a du courant, donc il faut nager pour ne pas couler, mais il ne faut pas revenir en arrière parce qu'il ne faut jamais revenir en arrière. C'était l'image de courir, là on nage comme on peut, hein, voilà. Et il faut traverser la rivière, il faut traverser le gué, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qui était en train de se propager. Je reprends crise économique, crise sociale, crise de confiance en l'État, révolution potentielle, et là, avec le bouleversement économique et un tas sans doute de faillites, au moins à court terme, après, on reconstruit. C'est comment on reconstruit autrement. Une fois que j'ai dit ça, la génération, les 30 ans, les 30 ans, 35 ans, machin, prenez les commandes. Les gens comme moi, plus vieux, on vous aide, mais on se met derrière vous parce qu'on n'a pas votre capacité d'innovation, on n'a plus votre réactivité, mais on a du réseau, on a des idées, on a de l'expérience. Et virez tous les autres là. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir, ou m'envoyer un mail à sabatier, sabater, @1862-6legal.com. À très vite!